Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui on va parler Formule 1, on va parler sport mécanique, on va faire le débrief du Grand Prix de France. Alors ça va être un débrief un petit peu particulier, ça sera plus court que d'habitude. Normalement vous savez je parle de toutes les équipes. Voilà, si je fais ça, ça va vraiment pas être très intéressant. Donc voilà, j'ai décidé de faire un peu plus court, un peu différent d'habitude, enfin un peu de changement. Alors déjà on va parler de ce Grand Prix de France. Un petit peu dans les largeurs. Pourquoi je fais pas comme d'habitude? Il aurait fallu que j'ai quelque chose à dire de ce Grand Prix. Le problème, il aurait fallu que j'ai un petit peu de matière par rapport à cette course. Or, très clairement, il s'est rien passé pendant les 53 tours. En qualification, bon, à part la mauvaise performance de Vettel, on va dire qu'on a des qualifications quasiment logiques. Le week-end a été d'une tristesse, je trouve. Il y avait déjà personne dans les tribunes. Ça fait 2 années de suite où il n'y a pas grand monde. Alors l'année dernière, il y avait un peu de monde, mais ils n'arrivaient pas jusqu'aux tribunes parce qu'il y avait des problèmes au niveau des transports. Faire un Grand Prix dans un endroit où il n'y a pas d'autoroute, c'est quand même assez drôle. C'est ce que reprochaient Bernie Ecclestone au circuit de Manicourt. C'est pour ça qu'on a quitté Manicourt. Une des raisons, c'est qu'il n'y avait pas d'autoroute qui allait jusqu'au bout à Manicourt. C'est bien, on va sur un circuit où il n'y a qu'une route d'accès qui est une route de montagne. Comme quoi, il y a des logiques qui se transforment en Formule 1. Et un Grand Prix où c'est rien passé, avec un circuit qui est inintéressant au possible. Je dis qu'on a fait revenir le Grand Prix de France au Paul Ricard, qui est un circuit qui n'a jamais pas été conçu pour la course automobile. Je rappelle que le circuit du Paul Ricard, quand on l'a refait en 2000, on devait faire qu'une piste d'essai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bac à gravier au Paul Ricard, parce que normalement c'était pour ne pas abîmer les voitures qu'on avait fait ces petites bandes de roulement abrasif qui permettent de freiner un petit peu les voitures. C'est pour cette raison-là. C'était pour pas abîmer les voitures, parce que c'est un circuit d'essai. Il n'y avait même pas de tribune au tout début. Donc on l'a transformé en circuit de course, sauf qu'il n'est pas fait pour la course. Les gens ne comprennent rien, avec ces bandes bleues, ça perturbe l'œil. C'est un enfer. En plus, à les caméras, avec la chaleur, je sais pas, mais t'avais l'impression que les pneus éblouissaient la caméra. Enfin, c'était dégueulasse au niveau réalisation, au niveau des caméras, c'était dégueulasse. C'était l'enfer. Et en plus, un Grand Prix sur un parking. C'est-à-dire qu'on a eu des pénalités après coup. Ricardo, au final, n'est plus 10e de la course. Je sais même pas si je l'ai sur mon résultat final. Si Ricardo est bien 11e avec les pénalités. Des pénalités qui arrivent après coup parce que les pilotes peuvent passer à certains endroits de la piste sans aucun problème, vu qu'il n'y a pas de gazon ni de bac à gravier. Donc voilà, un Grand Prix qui n'a aucun intérêt. Faire un Grand Prix sur un parking, ça existait déjà. C'était en 82. On avait fait la finale du championnat de F1 sur le circuit du Caesars Palace à Las Vegas. Ça avait déjà aucun intérêt en 82, je sais pas pourquoi ça aurait plus d'intérêt en 2019, alors que la F1 est devenue encore plus chiante, avec en plus des pneus qui sont inutilisables dès qu'il fait plus de 25 degrés sur la piste. Donc voilà, là il en faisait 57, donc en termes de cloquage, c'était du n'importe quoi, donc impossible de faire des dépassements. C'est bien, c'est que la F1 tente des choses en termes de réglementation, mettre plus d'essence dans les voitures, diminuer un petit peu les perturbations aérodynamiques, mais vu que vous avez toujours les mêmes pneus qui sont toujours aussi pourris, eh bien, vous ne pouvez pas faire des courses bien plus intéressantes. Le pneu a quand même un aspect important en Formule 1, et moi je suis pour le retour, l'arrêt du manufacturier unique, parce que c'est du n'importe quoi, et que tout le monde a le droit de prendre n'importe quel type de pneu. En plus on pourrait le faire, ça veut dire que les équipes pourraient amener, chaque manufacturier pourra amener un pneu tendre, un pneu dur, qu'il faudrait utiliser lors du Grand Prix, mais qui serait différent, qui aurait des spécifications différentes entre les équipes. On pourrait garder cette règle-là du changement de pneu, de type de pneu obligatoire, en ayant des manufacturiers multiples au niveau des pneus. Donc voilà, Grand Prix extrêmement chiant, pas d'intérêt. Si vous avez vu un épisode de Derrick, je pense que vous avez pris plus de plaisir que moi hier à regarder cette course. Si vous avez raté cette course, vous n'avez pas raté grand-chose. Je pense que moi, j'ai perdu 1h30 de ma vie à regarder ce Grand Prix absolument chiant dans 1h24. Voilà, je regardais l'heure finale. 1h25 de course que j'ai perdu de ma vie à regarder cette course du Paul Ricard qui était affreusement chiante. Mais voilà, avec des pneus pourraves, un circuit pourrave, je me dis que pourquoi on va pas à Manicourt ? Très clairement, je sais que c'est Estrosi qui a mis de l'argent sur la table pour avoir le Grand Prix. J'ai une grande passion pour Christian Estrosi, vous savez. C'est Christian Estrosi qui a mis l'argent. La fédération ne met pas d'argent pour avoir le Grand Prix de France, ni l'État. Alors il y a un peu de l'État, parce que
subventions que donne l'État à la région PACA passent dans le Grand Prix. On pourrait peut-être aller dans autre chose. Mais au final, si c'est pour avoir ce genre de spectacle absolument inutile, je pense qu'on pourrait s'en passer. C'est dommage parce qu'on a un circuit en France qui est magnifique, qui est Manicourt. Alors on va dire je suis pour Manicourt parce que je suis à 1 heure de route du circuit de Manicourt. Mais excusez-moi, c'est que Manicourt a quand même un intérêt. C'est que c'est l'un des rares circuits qui a la particularité d'avoir une partie extérieure ultra rapide, une partie intérieure très technique, ce qui fait que vous devez avoir un compromis au niveau des réglages entre la partie extérieure qui demande peu d'appui et la partie intérieure qui demande beaucoup d'appui. Donc c'est déjà un défi pour les techniciens et les ingénieurs. Le circuit a un goudron absolument parfait. Et en plus, je pense qu'il est beaucoup plus fun pour les pilotes. Alors peut-être qu'en termes de dépassement, on aurait autant de dépassements, mais vu qu'il est plus fun pour les pilotes, ils ne se plaindraient pas. Après, c'est un circuit qui a aussi des dégagements en goudron, mais qui a encore des bacs à gravier. À Manicourt, en plus j'y suis allé il n'y a pas longtemps, je peux vous le confirmer, il y a encore des bacs à gravier. Donc voilà, ce circuit de Manicourt a beaucoup plus d'intérêt que le circuit du Port-Leclerc, mais bon, il y a des objectifs d'argent derrière tout ça. Bon, c'est fini pour le coup de gueule. Du côté des Français, on va aller assez vite, parce que là on est déjà à 7 minutes de vidéo, puis j'ai pas envie d'en faire 3 quarts d'heure non plus. Pour une fois, j'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes sur un Grand Prix qui a été aussi chiant que celui-là. Pierre Gasly, 9e en qualification, 10e en course grâce aux pénalités de Daniel Ricciardo. Bon, Grand Prix difficile pour Pierre Gasly, à une seconde ou entre 8 dixièmes et 1 seconde en qualification. C'est vraiment bizarre, Pierre Gasly. C'est que lors des 3 premières séances d'essai, l'écart est très réduit avec Verstappen. Il semblerait que Red Bull privilégie à fond Verstappen parce qu'ensuite on lui demande de changer son réglage de châssis. Et à partir de ce moment-là, ça ne va plus du côté de Pierre Gasly. Après, on connaît les méthodes Red Bull, hein. On se souvient de comment ils ont un petit peu fracassé la carrière de Sébastien Bourdet pour laisser Sébastien Vettel s'épanouir au maximum chez Toro Rosso. Ils avaient fait un petit peu la même chose avec Sébastien Bourdet. Bon, du côté de Romain Grosjean 16e, Grand Prix extrêmement difficile. En course, il est 6e en qualification. En course, il abandonne. Oui, c'est vrai que c'est le seul pilote qui a abandonné. Quasiment le seul moment où il s'est passé quelque chose dans ce Grand Prix, un abandon. Bon, Romain Grosjean qui de toute façon était au-delà de la 15e place pendant tout le Grand Prix. Alors lui, il n'avait pas la nouvelle suspension contrairement à Kevin Magnussen. Autant te dire que ça n'a pas changé grand-chose parce qu'en qualification, Magnussen lui colle à peine de 10e. Alors que les deux pilotes sont à un niveau assez proche pour moi, donc voilà. Non, c'est un Grand Prix inintéressant. La Haas, pour le dire, ils n'arrivent pas à faire évoluer la voiture. Bon, voilà, hein, les évolutions sur cette voiture sont au niveau 0, donc c'est compliqué de faire une bonne course pour Haas. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Haas, je pense que ouais, ils arriveront peut-être à emmener des évolutions pour Singapour, mais ils ont un tel délai au niveau construction des pièces en passant par un prestataire extérieur comme Dallara. Et ça fait un tel délai. Quand ils s'aperçoivent d'un problème sur leur voiture, le temps qu'il y a l'évolution qui arrive, tu peux attendre 6 ou 7 Grands Prix. Donc autant dire que là, vu la galère avec laquelle ils sont avec leur voiture, ils peuvent attendre encore longtemps avant d'avoir des évolutions dans leur voiture. Les top pilotes. Bon, Lewis Hamilton domine le Grand Prix, Mercedes a dominé le Grand Prix. Alors, c'est vrai qu'en essai, Bottas était parfois devant Hamilton, mais alors en course, il lui colle quasiment 3 dixièmes. Ça, c'est la particularité de Lewis Hamilton. C'est une machine en qualification. 86e pole position de Lewis Hamilton. Ça, c'est un record qui va peut-être rester assez longtemps. Le record de pole de Lewis Hamilton, surtout que bon, l'année prochaine, normalement, il continue. Notre petit anglais. Pour aller peut-être chercher le record de Michael Schumacher, parce que ça me semble assez complexe au niveau de l'écart au classement. Qu'un pilote arrive à revenir sur Lewis Hamilton, à part peut-être Bottas. Bon, en course, là encore, je pense que Bottas avait un peu du mal à manager ses pneus. Voilà, 18 secondes. Bon, voilà. Hamilton, il est en maîtrise totale cette saison. Bon, même si Bottas, des fois, lui passe un peu devant, là, je pense qu'il a passé un petit peu ce coup d'accélérateur qu'il aurait toujours à faire à mi-saison pour créer l'écart au championnat et puis ensuite pouvoir gérer en fin de championnat et laisser des victoires à ses adversaires. C'est souvent comme ça que ça se passe, mais voilà, bon Grand Prix de Lewis Hamilton. Bottas un petit peu en difficulté en fin de course, mais je pense problème de gestion avec les pneus, où il y a Charles Leclerc qui revient sur lui. Charles Leclerc fait un bon Grand Prix également, 3e en qualif, 3e en course.
Deuxième podium d'affilée pour Charles Leclerc, donc là il a enfin trouvé de la constance dans son pilotage. Après il faudra peut-être montrer un peu plus pour Charles Leclerc, mais voilà, pour le moment il est bien au championnat, il a retrouvé un petit peu de confiance. Et puis là, il finit surtout devant Vettel, donc la confiance, ça va lui faire beaucoup de bien, parce que Vettel qui a été en grosse difficulté en qualification 7ème. Alors, on lui a remplacé une pompe à huile, mais Ferrari a dit tout de suite, non, la pompe à huile n'était pas le problème de cette qualification. Ils auraient pu se cacher derrière ce souci-là, donc ça veut dire qu'il y avait un souci plus important du côté de la Ferrari de Vettel. Puis Vettel en course 5ème, il n'a pas pris de risque. Et puis ensuite, l'écart avec Verstappen était trop important. Il n'a jamais de toute façon eu le rythme pour aller chercher Verstappen. Mais il prend quand même le meilleur tour en course. L'autre équipe qui a fait un bon Grand Prix, c'est McLaren avec les deux pilotes 5 et 6 en qualification. Lando Norris encore devant Carlos Sainz pour un 10e. Il fait une énorme saison, Lando Norris. C'est le meilleur rookie, le meilleur débutant depuis le début de saison. En course, ils ont tenté dans les premiers tours d'aller dépasser Max Verstappen. Puis assez vite, ils ont compris que ça allait être difficile. Lando Norris qui finit 9e, problème hydraulique sur sa voiture. Il n'avait plus vraiment de direction assistée. Et avec une Formule 1, quand vous n'avez plus de direction assistée, alors déjà avec une voiture normale, quand vous n'avez plus de direction assistée, c'est compliqué. Mais sur une Formule 1, quand vous avez plus de direction assistée, c'est encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'appui qui assoit la voiture comme sur des rails. Et dès que vous voulez changer de direction, c'est très difficile. Donc ça veut dire que le volant, il pèse peut-être une bonne 150, 170 kg. Donc voilà, à bouger avec les bras, pas très facile. Et puis Carlos Sainz, 6e du Grand Prix. Bon voilà, un Grand Prix où il n'a pas eu de soucis, lui, avec la voiture. Les équipes qui ont fait des Grands Prix, qui ont fait une course assez moyenne. Bon, on commence avec Renault. Ça aurait été un bon Grand Prix si les deux voitures étaient dans les points. Dommage la pénalité pour Daniel Ricciardo. Il y a une partie de la pénalité qui est quand même justifiée. Bon, l'autre partie peut-être beaucoup moins. Du côté de Nico Hülkenberg, Grand Prix sans encombre, il était 13e en qualification, un peu déçu. Par contre, en course, c'est le pilote qui a gagné le plus de place avec la 8e position au final. Et puis Alfa Romeo, Giovinazzi était plutôt bien en qualification 10e. Il était devant encore Kimi Raikkonen. Malgré tout, mauvaise stratégie en course. De toute façon, tous les pilotes qui sont partis, les deux pilotes qui sont partis avec des pneus soft au départ, qui ont donc dû utiliser ces pneus soft, ont eu beaucoup de mal à les emmener très très loin. Ils ont perdu beaucoup de temps sur ces 10-12 premiers tours. Giovinazzi s'est arrêté très tôt. Et ensuite, avec les pneus hard, il avait de grosses difficultés en termes de rythme de course. Finit très très loin, il finit 16e. Alors que Kimi Raikkonen, lui, qui était parti 12e sur la grille de départ, finit 7e. Bon Grand Prix également de Kimi Raikkonen. Bon rythme. En course, sur l'Alfa Romeo, le moteur également Ferrari a dû aller pour bien faire marcher cet Alfa Romeo. Du côté des équipes qui ont déçu, on va aller assez vite. Racing Point, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux sur un circuit où la vitesse de pointe, où ça demande un petit peu de vitesse de pointe, mais il semblerait que la voiture ait quand même de gros soucis avec une stratégie. On a laissé Lance Stroll en piste très très longtemps avec les hards. Je pense qu'on aurait pu lui passer les médiums un peu plus tôt. Et puis Sergio Perez, pas en forme de toute façon pendant toute la course. Albon, il a fait une grosse erreur au départ, ça lui coûte beaucoup de positions. Lui qui partait 11e et finit 15. Dani Kiat, pas dans le coup pendant tout le week-end. De toute façon, les Toro Rosso, comme les Red Bull, ont eu ce fameux souci de moteur Honda qui n'est pas assez puissant. Kevin Magnussen 17e. Et puis les Williams, bonne dernière, même si à un moment, je crois que c'est George Russell qui était devant Kevin Magnussen pendant 2-3 tours, mais il a dû ensuite s'arrêter au stand, et Kevin Magnussen l'a dépassé à ce moment-là. Alors même si c'est un débrief un peu particulier, vous avez vu, avec ce grand coup de gueule d'au moins 7 ou 8 minutes sur le Grand Prix de France et sur la F1 en général, nous allons quand même pas perdre cette habitude de faire le point sur les classements, et on commence avec le classement pilote. Et la première place de Lewis Hamilton, qui est intouchable, 187 points. Il a désormais 36 points d'avance sur Valtteri Bottas, qui a fini deuxième de ce Grand Prix. Le premier pilote qui n'est pas un pilote Mercedes, c'est notre ami Sébastien Vettel, qui est à 76 points. Alors pour ceux qui n'auraient pas fait le calcul, 76 points, c'est-à-dire que Lewis Hamilton peut abandonner 3 fois, Sébastien Vettel peut gagner 3 Grands Prix, et pourtant, il ne sera pas devant Lewis Hamilton, à part s'il arrive à faire 2 meilleurs tours en course en gagnant ses Grands Prix. On montre que voilà, pour Sébastien Vettel, ça semble déjà compliqué
pour aller gagner le championnat. 87 points derrière Lewis Hamilton, nous avons Max Verstappen. 100 points derrière Lewis Hamilton, nous avons Charles Leclerc. Ensuite, 150 points derrière Pierre Gasly. Et puis après, les meilleurs des autres, c'est Carlos Sainz avec 26 points. Puis on retrouve Raikkonen, Ricciardo, Hülkenberg. Magnussen, le meilleur débutant, c'est Lando Norris avec 14 points. Devant Sergio Perez, Kvyat, Albon, Stroll. Grosjean, le deuxième français, n'a toujours que 2 points et est 17ème. Derrière son coéquipier Kevin Magnussen. Et 3 pilotes n'ont toujours pas marqué de points. C'est Antonio Giovinazzi, George Russell et Robert Kubica. Du côté du classement par équipe, Mercedes caracole en tête avec 338 points d'avance. Au classement, c'est colossal. Je sais même pas comment ils vont faire pour perdre ce championnat. 140 points d'avance sur Ferrari. On trouve ensuite Red Bull. Ensuite, McLaren Renault qui est la 4e force du plateau pour le moment devant Renault. Mais 8 points d'écart, c'est assez serré. Racing Point, Alfa Romeo avec 19 points, et puis ensuite Toro Rosso, Haas et Williams qui n'a toujours pas marqué 2 points. Vous remarquerez que Haas est simplement 9ème, c'est décevant pour l'équipe américaine. Donc vous avez bien compris que je n'ai pas énormément apprécié ce Grand Prix. On se retrouve, j'espère, pour un peu plus de choses, un peu plus de bagarres. Ça sera du côté du Grand Prix d'Autriche sur le ring. Normalement, on devrait avoir un peu plus de dépassement. Il se passe souvent des choses sur le ring. Mais voilà, j'espère. En plus, on doit encore y aller pendant 3 ans au Paul Ricard. Hein. Je crois que le contrat s'arrête en 2022 ou 2023. Du côté du Paul Ricard, c'était un contrat de 5 ans. Donc voilà, on va encore s'amuser pendant 5 ans avec ce Grand Prix. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le circuit du Paul Ricard, que vous adorez cette piste, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mais je ne suis pas sûr que j'ai ce type de commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la BLK Production. Ciao, ciao!